Les usages de la technologie pour la formation à distance ne vont-ils pas supprimer les interactions et donc le rôle du formateur? Non, je réponds tout de suite non. Si je fais référence à mon expérience personnelle, puisque au fond, depuis que j'essaye d'intégrer ce que j'appelle la toujours dernière technologie dans la formation et l'éducation, je me suis aperçu que non seulement mon rôle ne disparaissait pas, mais il était, je dirais, amplifié, diversifié, et de ce point de vue-là, je suis rassurée et rassurante. En revanche, je trouve que la question mérite d'être posée. Surtout dans le contexte actuel des discours sur ce qu'apporte la panacée que représentent les nouvelles technologies. Et je comprends la crainte d'un certain nombre de formateurs. Je crois que ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de comprendre qu'il ne faut pas être contre les technologies, mais au fond contre tous les mythes qu'il y a autour. Le mythe, justement, de l'accès au savoir, de la démocratisation, simplement par le biais des technologies. Mais je dirais en même temps qu'il y a un autre mythe qu'il faut aussi déconstruire et sur lequel il faut réfléchir, c'est le mythe du face-à-face. Parce que quand on oppose les technologies et la distance au côté ineffable de la présence et du face-à-face, je crois qu'on est tous, enseignants comme étudiants, conscients que le fait d'être face à un formateur ou à un enseignant, ou face à des étudiants, à des pairs, comme on dit, c'est pas obligatoirement une communication et des interactions productives et riches. Je te le dirais de cette façon. Bon, il y a une deuxième réponse qu'on peut faire à cette question, qui est que les formations à distance existent quand même depuis longtemps. On a tout de même une grande expérience en France et dans le monde entier. Et ça fait longtemps aussi qu'on s'est aperçu qu'on ne peut vraiment jamais faire une formation à distance complètement à distance. Tous les systèmes qu'on connaît, sauf quelques exceptions, ce sont des systèmes dans lesquels, peu à peu, on introduit des moments de présentiel, comme on dit. Ce qu'on appelle quelquefois la formation hybride, ou ce que nos collègues québécois appellent maintenant le bimodal. L'idée que, de temps en temps, on apprend à distance et de temps en temps, on se retrouve en présence de qui? En présence donc du formateur ou des formateurs, et puis aussi en présence des autres apprenants. C'était une dimension importante. Donc, bon, je ne développerai pas ce point, mais c'est vrai qu'on ne croit plus maintenant ni à l'innovation uniquement par l'entrée technologique, ni au tout à distance. Il y a une autre dimension aussi, je crois, alors qui est très importante à l'heure actuelle, qui est ce qu'apportent les vraies nouvelles technologies, celles que j'appelle les vraies nouvelles technologies, c'est-à-dire issues notamment de la numérisation et qui permettent effectivement cet accès diversifié à des images, à des sons, à du texte, avec la possibilité d'interagir, etc. Donc je dirais que les caractéristiques de ces nouvelles technologies posent différemment le problème de la présence et de la distance. Il faut quand même les distinguer. Je crois aussi qu'on a du mal à répondre à une question aussi importante si on ne fait pas une distinction entre les différentes technologies. D'une part, elles ne sont pas toutes nouvelles, elles ne sont pas toutes nouvelles de la même façon. Et en plus, même parmi les nouvelles technologies, il y a des différences entre elles. La façon dont on gère le temps, par exemple, dans un dispositif de vidéoconférence, prenons cet exemple, vidéo-vision-conférence, ou la façon dont on gère le temps dans un CD-ROM interactif, c'est pas la même notion du temps. Ce n'est pas d'ailleurs non plus la même relation à l'espace. Je crois que c'est important dans ces dimensions de comprendre au fond que on a peut-être été un peu trop, on est encore un petit peu trop dans la dimension de l'opposition simpliste entre présence et absence. Je crois que ce que nous apprennent les nouvelles technologies, c'est qu'il y a différentes modalités de présence et différentes modalités d'absence. J'aime beaucoup l'idée développée par notamment un de mes collègues à l'université, Jean-Louis Wesberg, qui insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le transport des signes de la présence. J'aime bien évoquer cette innovation d'Edison. On parle toujours d'Edison à propos du phonographe, mais Edison avait conçu un appareil, il ne l'a jamais réalisé, mais il l'avait conçu extraordinaire, qu'il avait appelé le téléphote, et qu'il définissait comme la possibilité de supprimer l'absence, j'aime beaucoup cette expression, supprimer l'absence en utilisant des images et des sons qui donnaient donc présence à la personne absente. Et par rapport à cette idée de supprimer l'absence,
Je crois qu'on ne peut pas supprimer l'absence. Je veux dire, c'est, me semble-t-il, mal poser le problème. D'ailleurs, les exemples, enfin, remplacer quelqu'un d'absent, les exemples technologiques que l'on a prouvent que c'est jamais satisfaisant. Hein. Ou bien il y a trop de présence. Je pense au visiophone, hein, sur lequel on a beaucoup investi, puis qui n'a pas bien marché, parce que au fond, quand on téléphone, on n'a pas toujours envie d'être vu dans toute sa splendeur ou sa non-splendeur. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi l'impossibilité et le trop peu de présence. Je pense notamment à tous les clones et les avatars sur lesquels on travaille à l'heure actuelle avec les réalités virtuelles et qui, même si on essaie de les faire ressemblants, sont toujours très décevants pour celui qui y cherche la vraie présence, si je peux dire. Donc, j'ai l'impression qu'on est, au fond, plus dans la problématique de supprimons l'absence, mais réfléchissons sur les différentes modalités de rendre, de signifier la présence, la téléprésence d'une certaine façon. Et juste un mot, puisque par rapport au discours ambiant, je crois qu'on a trop insisté sur le côté abstraction, la disparition de l'être en chair et en os via les écrans. Si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que les vraies nouvelles technologies, ces nouvelles technologies, donnent en fait de plus en plus de chair aux personnes. Je veux dire, on voit, on interagit avec le corps entier, on peut interagir avec le corps entier, à la fois avec une autre personne, dans le cas des forums sur Internet, pourquoi pas ne prendre cet exemple, mais aussi on interagit avec des environnements, avec des objets. Donc au fond, la communication dans ce sens-là deviendrait, je dirais presque, de plus en plus incarnée et pas de plus en plus abstraite, contrairement à ce qu'on dit peut-être un peu trop souvent. Quels éléments prendre en compte pour envisager de nouvelles modalités d'interaction? Je dirais que le premier, c'est une question de bon sens d'ailleurs, c'est jamais oublier le public. Parce que quand on met sur pied un dispositif de formation, qu'il soit en présence, à distance, hybride, ou etc., c'est toujours par rapport à des gens qui apprennent ou sont supposés apprendre. Et donc, il ne faut jamais oublier le public. Et je dirais, pas seulement le public tel qu'on le définit généralement, son niveau, première année, deuxième année, troisième année, etc., mais notamment par rapport aux technologies, le rapport qu'a ce public habituellement avec les technologies. Je me suis toujours souvenu d'un exemple tout à fait au début de la télématique, et où une formation avait été mise sur pied dans le cadre d'EDF, sans qu'on ait au moins pensé de se poser la question de savoir si les gens étaient bien équipés de notre fameux Minitel. Donc il y a la disponibilité de la technologie et le rapport habituel, l'habitus, comme dirait Bourdieu, là, hein, de l'habitus, l'habitude qu'a le public dans ses relations avec les médias, avec les technologies. C'est la première chose. Il faut penser au public avant, je dirais, quand on conçoit le dispositif, mais aussi pendant. Ce que j'appelle pendant, je pense souvent à la façon même dont on rédige des cours écrits, puisque tout de même le papier et le média, l'écriture est aussi une technologie intellectuelle, comme on les a appelées, et donc on peut faire attention à la façon dont on s'adresse à l'autre quand on rédige un cours ou un guide d'apprentissage. Donc ce que j'appelle donc pendant, faire attention au public pendant, et faire attention aussi au public après, ça évoque évidemment, ça fait référence aux problèmes d'évaluation, mais pas seulement, aux problèmes aussi du suivi, du réinvestissement, etc. Mais l'autre dérive possible, et ce à quoi il faut faire attention aussi à mon avis, c'est à ne pas plaquer, et ça c'est un vrai problème, surtout dans l'éducation et la formation, où les modèles résistent, ne pas plaquer sur ces nouveaux médias les modèles justement que l'on avait précédemment. Je pense notamment à tous ces dispositifs qui reproduisent le dialogue maître-élève. Un des problèmes des CD-ROM et des hypermédias interactifs du début, un des problèmes des vidéoconférences, des visioconférences, c'est justement qu'on cherche à reproduire à travers les outils technologiques la relation maître-élève, présentielle, du dialogue maître-élève. Alors autant c'est supportable et quelquefois même très agréable cette relation et ce dialogue quand il est vécu en situation, autant quand il est filtré par des technologies, c'est perçu d'une façon tout à fait différente. Donc ça, c'est un danger, la reproduction, au fond, de ces modèles. Aplatir ces technologies sur les modèles antérieurs. Et puis, la troisième chose à laquelle il faut faire attention, qui est certainement la plus dure, mais qui est la plus riche en même temps pour les êtres humains, c'est ce que j'appelle volontiers être capable de faire le deuil du prof. Au fond, faire le deuil du prof, je le dirais, aussi bien du côté de l'élève que du côté du prof,
le côté du prof, eh bien c'est perdre un petit peu cet aspect narcissique qui est quand même bien agréable. Hein, quand on aime enseigner, il y a un petit côté spectacle qui n'échappe pas généralement. Donc il faut être capable, en tant que formateur, de faire le deuil de cette dimension. Et puis aussi du côté de l'apprenant, de l'élève, faire le deuil de cette capacité ou de cette facilité du transfert qui a souvent lieu et de la prise en charge, autrement dit, par l'autre. Alors faire le deuil du prof, ça me paraît une bonne façon d'éviter des dérives, mais c'est difficile. Et surtout, ça me paraît une condition pour ce qui est nécessaire maintenant, se poser les questions de nouvelles modalités d'interaction, de nouvelles façons d'être présent, de nouvelles façons d'interagir, et donc, au fond, j'irais presque jusqu'à dire de nouvelles façons d'être un formateur.